Chapitre 28, variables aléatoires finies. Les variables aléatoires, c'est une notion que vous avez déjà vue au lycée. On va essayer d'affiner les choses, mais globalement, ça va quand même ressembler à ce que vous avez pu faire au lycée. Une variable aléatoire, c'est une fonction qui part de oméga, et nous, on va travailler avec les variables aléatoires réelles, donc qui atterrissent dans R. Donc, une variable aléatoire, souvent notée avec une grande lettre, ne pas confondre avec les événements, qui sont notés aussi avec une grande lettre, part de oméga, ensemble des résultats possibles de votre expérience, et qui atterrit dans R. D'accord? Donc il faut repenser à, vous notiez une fonction, voilà, une fonction qui va de E dans F, vous vous souvenez? Chapitre 3? Non, chapitre 4. Ensemble application. Et puis quand vous aviez A inclus dans E, vous pouviez parler de F de A, et c'était l'ensemble de toutes les images des gens de A. Vous vous souvenez? Et en particulier, F de E, c'est l'ensemble de toutes les images, c'est un sous-ensemble de F, c'est l'ensemble de toutes les images par F des gens de E. D'accord? Vous vous souvenez de ces notations-là? Et bien de la même façon, ici on va appeler x de oméga, ça c'est la fonction, ça c'est l'ensemble de toutes les valeurs de x pour les petits oméga qui sont dans grand oméga. Donc ici c'est un petit oméga, là c'est un grand oméga. D'accord? Donc c'est l'ensemble de toutes les valeurs prises par x. Nous, on va travailler avec les variables aléatoires finies, c'est-à-dire x de oméga est fini, donc en sup, x de oméga est fini, et la plupart du temps, c'est des entiers. Ok? Donc, il faut vraiment bien comprendre comment ça marche. Pour cela, je vais vous donner un exemple. Imaginons que mon expérience, ce soit, je lance 3 fois une pièce. Donc, l'expérience. Équilibrée ou pas équilibrée, je m'en fiche. D'accord? Je lance 3 fois une pièce, je considère qu'elle ne peut pas tomber sur la tranche, donc chaque lancé me donne un résultat qui est pile ou face, donc puisque je lance 3 fois successivement une pièce, un résultat, noté petit oméga, c'est un triplet de l'ensemble PF. D'accord? P pour pile et F pour face. Donc l'ensemble des résultats oméga, c'est tous les triplets possibles, c'est PF au cube. D'accord? Exemple, pile, pile face. Ça serait noté comme ça. C'est un résultat. D'accord? C'est le résultat qui correspond à pile, pile face. Ok? On peut construire une application qui prend un résultat, c'est-à-dire un triplet, et qui va vous sortir le nombre de piles. Ok? Donc ça part bien de grand oméga, ça va bien sortir un nombre réel. Ok? Et si je le décris de manière détaillée, oméga c'est PF au cube, il y a donc 2 puissance 3, 2 fois 2, 4 fois 2, 8, il y a 8 résultats possibles. Donc x, au résultat FFF, elle va associer 0 puisqu'il n'y a pas eu de pile. Au résultat FFP va associer 1 parce qu'il y a eu un pile, etc. J'ai 8 lignes comme ça. F, P, F va associer 1 aussi. P, P, F va associer 2, etc. etc. D'accord? Et APPP va associer 3. Et c'est le seul, d'ailleurs, c'est le seul résultat à qui on associe 3. On s'aperçoit en fait que x de oméga est inclus dans R, certes. Pardon. X d'oméga est inclus dans R, mais en fait, x ne peut prendre que les valeurs 0, 1, 2, 3, puisque c'est le nombre de piles en 3 lancés. Donc il y a une inclusion, mais il y a une égalité. Et je vous rappelle que ça peut se noter comme ça, avec la double barre sur le de chaque côté. Ça marche? Donc ça, une variable aléatoire, c'est quelque chose qui prend un résultat et qui vous sort un nombre. D'accord? Mais il faut qu'on vous dise ce qui compte. Vous pourriez parallèlement ici définir la variable aléatoire y qui partirait des mêmes résultats mais qui vous sortirait le nombre de faces. Donc y à ce moment-là, si y c'est le nombre de faces, je vous ferai remarquer qu'une variable aléatoire, quand vous dites à quoi c'est égal, il n'y a pas de guillemets, il y a des guillemets pour les événements mais pas pour les variables. Y, à face, 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 elle associerait à ce moment-là 3, etc. etc. C'est-à-dire que vous auriez le même ensemble de départ mais pas le même ensemble d'arrivée. Avec effectivement un lien entre les valeurs de x et de y, mais je m'en fous pour l'instant. D'accord? Donc pour la même expérience, vous pouvez définir plusieurs variables aléatoires associées. Il n'y a aucun problème. Il faut juste qu'un résultat, elle associe un nombre. On est d'accord jusque-là?
Maintenant, on va définir on est sur un espace probabilisé, c'est-à-dire que sur oméga, on a défini une probabilité. Je vous rappelle qu'une probabilité, ça prend un événement, c'est-à-dire un élément de l'attribut T qui est l'ensemble des événements. En sup, l'attribut T, c'est P de oméga, l'ensemble des parties de oméga, et qui sort un nombre, entre 0 et 1. L'événement, on va les noter de manière raccourcie. Imaginez que l'événement A, ce soit l'ensemble des résultats tels que le x de oméga va être 3 dans mon exemple précédent. C'est-à-dire tous les résultats tels que leur x va être 3. Ben, si je regarde, A est un singleton, et le seul singleton qui fait que x, qui était le nombre de piles, va être 3, c'était le résultat, pile, pile, pile. D'accord? Si je dis que B, c'est l'ensemble des oméga tel que x de oméga by 2, c'est le nombre de piles, à ce moment-là, il va y avoir plusieurs résultats possibles. Il va y avoir pile, pile, face, première possibilité, pile, face, pile, deuxième possibilité, deuxième résultat possible, troisième résultat, face, pile, pile. Il y a donc 3 résultats qui réalisent l'événement B. On est d'accord? B se résume à 3 événements, alors que A est un événement élémentaire puisque c'est un singleton. Toujours d'accord? Bon, c'est hyper long à écrire ça. Donc, on va adopter une notation qui est de noter non pas l'ensemble des oméga tel que x d'oméga égale 3, mais tout bêtement, on va noter x égale 3. Avec des parenthèses pour bien cerner le truc, et donc B, ce serait l'événement x égale 2. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que ce sont des notations abrégées. Mais il faut bien comprendre que malgré tout, c'est un événement, et donc c'est un sous-ensemble de oméga. Donc quand j'écris x égale 3, c'est une notation, et c'est un événement, et c'est inclus dans oméga, puisque ça va être un ensemble de triplés qui réalise que x vaut 3. On est d'accord? Je passe sous silence le début, parce que en fait, quand on est en sup, on n'a pas de problème, mais puisque pour moi, une variable aléatoire, c'est une application, bah, bien sûr qu'une somme de variables aléatoires est encore une variable aléatoire, etc., etc. Ce sera plus forcément vrai en SP, parce que vous aurez plus de choses à vérifier. J'en parle pas. Qu'est-ce que c'est que la loi d'une variable aléatoire? Donc, j'appellerai VA variable aléatoire, VAF variable aléatoire finie, VAR variable aléatoire réelle. Et discrète, je vous rappelle qu'une variable est discrète. Un ensemble discret, c'est un ensemble tel que les éléments soient bien séparés les uns des autres. Donc, une variable discrète, c'est une variable dont les valeurs de l'univers image, hein, x de oméga, sont bien séparées les unes des autres. Oui, je ne vous ai pas rappelé le vocabulaire, vous avez dû apprendre déjà au lycée. X de oméga, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs prises par x, ça s'appelle l'univers image de x. Ok? Qu'est-ce que c'est que la loi d'une variable aléatoire finie? Une variable aléatoire de manière générale. Ça peut être donné par plusieurs fonctions. La fonction, la plupart du temps, que l'on prend, elle s'appelle fx. Le grand X, c'est la variable. Elle va prendre une valeur prise par x et elle va vous donner la proba que cette valeur soit prise. Donc là, une valeur x, et elle va vous sortir la proba que x égale x. C'est-à-dire la proba de l'événement x de oméga tel que x d'oméga va x. D'accord? Donc ça, c'est un nombre entre 0 et 1. Ça marche? Ça s'appelle la distribution de probabilité. Si on vous donne cette fonction-là, une fois que vous avez la proba de chaque valeur, par regroupement, vous pouvez trouver la proba d'un autre événement. Par exemple, si je vous demande la probabilité que x soit plus grand que 2, toujours dans mon exemple de x compte le nombre de piles en 3 lancées, vous allez dire que c'est x égale 2 union x égale 3. Ils sont incompatibles, quand x vaut 2, ça vaut pas 3, donc c'est la somme des probas. C'est l'incompatibilité qui vous donne. Et on calculerait ces probas, ça dépend si la pièce est truquée ou pas truquée, donc ça, je peux pas le faire encore. D'accord? J'ai pas assez d'hypothèses pour... Moi, ce que j'avais juste dit, c'est que je lançais une pièce, je n'avais pas dit si elle était truquée ou pas. Ok? Donc en fait, quand on vous demande la loi, normalement, on vous demande cette fonction-là. En pratique, c'est assez rare qu'on donne la fonction, mais qu'est-ce qu'on fait? On donne deux choses. On donne 1, x de oméga, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs. Et deuxièmement, pour tous les gens de x et de oméga,
Donc en sup, il y aura un nombre fini d'éléments dans x de oméga, vous donnez la proba correspondante. D'accord? Ça va on considère qu'on a donné la loi de x, c'est-à-dire que grâce à ça, on peut retrouver la fonction. Donc c'est assez rare qu'on donne la fonction, en fait, souvent on donne ces deux. On a les deux données qui d'ailleurs en sup peuvent être, au lycée, peuvent être données dans un tableau, parce que vous connaissez, il y a 3 valeurs pour x par exemple, et pour chaque valeur, vous donnez les probas. Ok? Alors, peut-être une petite mise au point tout de suite, ne pas confondre le fait que deux variables aient la même loi et le fait que deux variables soient égales. Si vous regardez tout à l'heure x et y, donc je lance 3 lancers de pièces. Lancer, c'est ER, je vous rappelle. Et je vais dire qu'elle est équilibrée. X compte le nombre de piles, Y compte le nombre de faces. Ben, par symétrie des rôles de piles et faces, X et Y ont exactement la même loi. C'est-à-dire que X de oméga, c'est l'ensemble des valeurs prises par X, ben ça va de 0 à 3, et Y aussi. Et puis la probabilité que X vaille 0, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de pile, ben, c'est la probabilité qu'on ait eu face, face, face. Si la pièce est équilibrée, tous les triplés sont équiprobables. Des triplés, on a dit qu'il y en avait 2 x 2, 4 x 2, 8. Et il n'y a qu'un triplé qui réalise x égale 0, donc on va avoir 1 sur 8. Et puis si vous faites ça. Et si vous calculez la probabilité que y égale 0, elle va être égale, sauf que ça ne va pas être le même événement, ça va être l'événement PPP, mais qui est le même proba. Donc il y a une symétrie des rôles. D'accord? En revanche, x prend la valeur 0 uniquement pour ce triplet-là, c'est juste l'image de lui, alors que y prend la valeur 0 uniquement pour le triplet PPP. D'accord? Donc c'est la même proba, mais c'est pas pour le même résultat. D'accord? Je vais le dire autrement. Là, c'est PPP associe la valeur 0 pour Y. Voilà, on a la valeur 0 pour un seul des triplés à chaque fois, ce qui fait que ça va faire une proba 1 huitième. Donc la proba sera la même. En revanche, ce n'est pas dans les mêmes circonstances. D'accord? Donc vous allez exactement avoir les mêmes valeurs et les mêmes probas pour X et pour Y. Mais attention, la valeur prise 0 ici, 0 ici, même proba, mais pas dans les mêmes circonstances. X égale 0, c'est quand on a eu face, face, face. Y égale 0, c'est quand on a eu pile, pile, pile. Donc ils vont avoir même loi, mais pourtant c'est pas du tout la même variable. Ils prennent les mêmes valeurs, avec même proba, mais pas dans les mêmes circonstances. Ok? On enchaîne? Alors, quel est l'intérêt, enfin, qu'est-ce qu'on connaît sur les variables aléatoires? Eh bien, une variable aléatoire, donc si je regarde ici toujours mon exemple de 3 lancers de pièces, j'ai une variable aléatoire qui prend les valeurs de 0 à 3, eh bien, les 4 événements, x égale 0, x égale 1, x égale 2, x égale 3, qui, je vous le rappelle, sont bien des événements et sont bien inclus dans oméga, eh bien, ça fait un système complet d'événements. Ben oui, parce que quand vous faites votre expérience, vous lancez vos 3 pièces, vous allez avoir un certain nombre de piles, et donc un seul de ces événements sera réalisé. Et c'est bien ça un système complet d'événements. C'est un système complet tel qu'à chaque fois qu'on réalise l'expérience, on ne sait pas lequel, mais un des 4 et un seul des 4 sera réalisé. Donc c'est un système complet. Donc si c'est un système complet, il y a plusieurs applications. La première application, c'est que la somme des probas fait 1. Plusieurs conséquences plutôt. La somme des probas des 4 événements va faire 1, puisque j'ai un système complet. Et puis, deuxièmement, quel que soit un événement B, il pourra être découpé grâce au système complet. C'est-à-dire B, ce sera l'union des B inter x égale K, pour K allant de 0 à 3. Et donc, puisque les événements sont 2 à 2 incompatibles, proba somme des probas, vous allez avoir la somme des B. Et ça, c'est la formule des probas totales. Pour le système complet, dx égale K, K allant de 0 à 3. D'accord? N'oubliez pas que quand vous utilisez la formule des probas totales, il faut toujours spécifier quel est le système complet que vous utilisez. Ok? On peut démontrer, ça peut être un bon exercice, que l'application qu'on note Px, qui part de x de oméga,
qui prend une partie de x de oméga, et qui a cette partie B associe la probabilité que x soit dans B, et bien ça atterrit bien dans 0,1, et en fait c'est une probabilité. Sur l'espace probabilisé, x de oméga et p de x de oméga. Sachant que mon x d'oméga est fini, c'est pareil, les parties, l'ensemble des parties est fini. Ok? Donc je vous donne un exemple, un autre exemple de système complet. Ah oui, vocabulaire, pardon. Vocabulaire. Ce système complet particulier qui est lié aux différentes valeurs pouvant être prises par x, ça s'appelle le système complet d'événements induits par x ou associé à x. On se prend un exemple. Si vous lancez 2 dés normaux et que vous regardez S qui est la variable aléatoire qui est à la somme des 2 dés, la somme des 2 dés. Donc ça c'est une figure de style, hein, ça veut dire la somme des deux nombres apparus sur la face supérieure des 2 dés. Et ben on sait que S de oméga, ça va de 2 à 12. J'ai pas dit si c'était truqué ou pas, je m'en fous. Hein, pour définir les valeurs prises, sauf s'ils sont truqués de manière à ce qu'un nombre n'apparaisse jamais, mais sinon a priori la loi importe peu. Et bien donc si je regarde la famille des événements S égale K pour K allant de 2 à 12, c'est un système complet d'événements, et c'est le système complet induit par S, ou associé à S. On a vu ensemble que si je vous donnais des nombres, autant de nombres qu'il y avait d'éléments dans oméga, ça pouvait correspondre à leur probabilité si et seulement si ils étaient positifs et la somme faisait 1. Ça s'appelait théorème de construction d'une probabilité. Ben, vous avez le même théorème de construction d'une probabilité, de construction d'une loi de probabilité, c'est-à-dire si je connais x de oméga, et qu'il s'appelle x1, xp, par exemple. Donc il y a p éléments, cardinal de x d'oméga, du coup c'est p. Et puis si je vous donne des nombres p1, p2, etc., p110, petit p, en vous disant que je veux que pi, ce soit la probabilité que x va xi, est-ce que c'est possible que ça colle? Ben c'est possible, si et seulement si. Ben oui, si et seulement si, ils sont positifs. Et que leur somme fait 1. Vous remarquerez que c'est les mêmes conditions que la dernière fois, quand on avait fait construction de probabilité. Donc là, c'est construction d'une loi de probabilité. Si je vous donne des gens et que je veux que ce soit la probabilité que x va x1, x va x2, etc., il suffit qu'il soit positif, la somme fait 1, et que la somme fasse 1, et à ce moment-là, je vais pouvoir, ça va pouvoir coller à la loi de probabilité de la variable x. Et je passe à la question, au paragraphe 1.3, loi d'une fonction de x. X, c'est le nombre sorti par un dé, équilibré. Le fait qu'on vous dise qu'il est équilibré, ça veut dire que les probas sont égales. Donc on peut dire que x de oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que quel que soit k dans x de oméga, la probabilité que le x vaille k, ça fait 1/6. On dira plus tard que x suit une loi uniforme sur l'ensemble 1/6. Et le suit une loi, ça s'écrit comme ça avec une petite flèche. D'accord? Donc x suit une loi, u pour uniforme, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire ils ont tous la même proba, comme ils sont 6, ils se partagent le gâteau, 1 sur 6 pour chacun. On vous demande de déterminer la loi de y qui vaut x-3 au carré. X oméga c'est 1,6. Donc on pourrait dire qu'on aurait une fonction qui a x associe x-3, qu'on part de 1,6, et on voudrait savoir où est-ce qu'elle atterrit. Bon bah là c'est assez facile puisqu'elle est monotone. On va atterrir à -2, 3. Ok? Donc on pourrait dire qu'on crée une variable t égale x-3, et que du coup, ce qu'on a cherché, c'est t de oméga. Un, 2, 3. Et puis après, on prend la fonction carré. D'accord? Donc on pourrait dire qu'on cherche t carré d'oméga. Y de oméga. C'est t carré d'oméga. Et ça, alors on va regarder. La variable t, elle prend les variables, donc c'est x-3. Hein. X-3 prend les valeurs entre -2 et 3. Donc je vous ai dessiné le truc, voilà les valeurs. Donc les carrés, ils sont là.
Donc si on regarde les valeurs prises par les carrés, il y a 0, 1, 4 et 9. Et je ne peux plus l'écrire sous cette forme-là parce que les entiers ne sont pas consécutifs. Donc je suis 0, 1, 4, 9. Donc je vais avoir 4 valeurs pour y. Il va falloir que je détermine la probabilité de chacun. Donc allons-y. La probabilité qu'y égale 0. Ben, on regarde quelle peut être la valeur de t correspondante. Ben, ça veut dire que t vaut 0, c'est-à-dire x-3 vaut 0. Vous n'êtes pas obligé de passer par t. Hein. Donc ça veut dire qu'x vaut 3. Et la probabilité vaut 1/6. Ensuite, quelle est la probabilité qu'y vaille 1? On regarde l'événement y vaut 1. Quand est-ce qu'y vaut 1? On voit ici les deux qui correspondent sur les valeurs de t. T peut valoir moins 1 ou 1. Donc ce que j'ai fait là, faites la fraction des probas, j'ai changé l'écriture de l'événement y égale 1. L'événement y égale 1 correspond à l'union des deux événements t égale moins 1 et t égale 1. Et c'est le même événement, ce qui fait qu'ils ont même proba. C'est une égalité d'événements qui donne l'égalité des probas. Ils sont incompatibles, donc proba somme des probas, et t c'est x-3. Donc je me retrouve avec x qui vaut moins 1 plus 3, donc 2, ou alors x qui vaut 4. 1/6 plus 1/6, ça va faire 2/6. Je ne simplifie pas parce que je vais compter combien j'aurai de sixième en tout. Pareil, la probabilité qu'y vaille 4, c'est la probabilité que je vais plus vite. x-3, donc t vaut 2 ou alors moins 2. Comme j'ai beaucoup détaillé ici, je peux me permettre d'aller plus vite ici. Ça fait la probabilité qu'x vaille 5 plus la probabilité que x vaille 1. Ça fait donc aussi 2/6. Et enfin, la probabilité que y vaille 9. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que x-3, c'est-à-dire ma variable grand T, vaille 3. Ici, la correspondance entre 9 et 3. Donc, que x vaille 6, et ça fait 1/6. Donc, vous pouvez faire un petit tableau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez les valeurs de y, la probabilité qu'y vaille k, et les valeurs de k. Donc, k vaut 0, 1, 4, 9, et les probas, on a trouvé 1/6, 2/6, 2/6, 1/6. Et puisque ces 4 événements, y égale 0, y égale 1, y égale 4, y égale 9, c'est un système complet, la somme des probabilités doit faire 1. Si ça ne fait pas 1, vous êtes trompé. Donc ce qui est important de remarquer, c'est qu'en fait, on cherchait la loi de y égale x-3 carré. On cherche d'abord, 1, l'univers image de y. Deuxièmement, pour chaque élément de l'univers image, on cherche la probabilité. Et pour trouver la probabilité, on lie du verbe lier l'événement en y à un événement en x. Par exemple, ici, l'événement y égale 0, il est égal à l'événement x égale 3. Ici, l'événement y égale 1, il est égal à l'union de deux événements, x égale 2 et x égale 4. C'est-à-dire que y ne vaudra 1 que si et seulement si x vaut 2 ou 4. Et ainsi de suite. D'accord? Donc ce qui est important, c'est d'avoir un événement en y et de le lier à un événement avec une égalité pour que ce soit le même événement et que donc ce soit la même probabilité. On passe maintenant à l'espérance. Passons maintenant à une notion que vous connaissez déjà, l'espérance d'une variable aléatoire finie. Si on reprend le y de tout à l'heure, là, il prenait 4 valeurs 0, 1, 4, 9, avec les 4 probabilités qui sont écrites ici. Si on ne tient pas compte des différentes probabilités, et qu'on cherche l'espérance de y, à ce moment-là, ce serait la valeur moyenne. Si on cherche la moyenne de y, ben 0, 1, 4, 9, il y a 4 valeurs. Si je fais la somme, ça fait 14, je divise par 4, on aurait une moyenne de 14 divisé par 4, c'est-à-dire de 7 divisé par 2, ça fait 3,5. D'accord? Mais c'est pas très juste de faire ça. Parce que quand même, 4 et 1 sont 2 fois plus probables que les autres. C'est pas normal qu'ils comptent pareil dans la moyenne. D'accord? Donc on a décidé de faire une sorte de moyenne pondérée en disant plus une valeur est fréquente, plus elle va compter dans la moyenne. Donc on va définir la valeur moyenne de y en disant, ok, au lieu de faire 0 plus 1 plus 4 plus 9 divisé par 4, ce qui est la moyenne arithmétique, et ce qui correspond à donner un poids 1/4 à chacun, parce que c'est 0 fois 1/4 plus 1 fois 1/4
plus 4 fois 1/4, je pense que vous avez compris le principe, plus 9 fois 1/4. On dit qu'on fait pas ça, c'est pas juste, c'est trop équilibré. On fait une moyenne, mais comme eux, ils sont 2 fois plus probables que les autres, 1 et 4, on va voir, vont compter 2 fois plus dans la moyenne. Donc on fait 0 fois 1 sixième, plus 1 fois 2 sixièmes, le poids associé à une valeur, c'est sa proba. Ce qui fait que plus une valeur est probable, plus elle va compter dans la moyenne. D'accord? Faut vraiment que vous compreniez, quand vous faites une moyenne arithmétique, vous donnez à chacun le même poids, qui est 1 sur le nombre de personnes. Ici, ils n'ont pas tous le même poids. Le poids, c'est la proba. Donc plus il est probable, plus il va compter dans la moyenne. C'est comme si vous aviez mis un coef 2 à cela, par rapport aux autres. Ok? Donc évidemment, ça va décaler, ça va décaler les choses. Vous restez en sixième, donc du coup, vous allez, celui-là ne compte pas, enfin, il fait 0. 2 et 8, 10 et 9, 19. Ça va faire 19 sur 6. D'accord? La moyenne est différente. Donc de manière générale, l'espérance d'une variable x, quand x est une variable aléatoire finie, donc x de oméga est fini, l'espérance de x, ça va être la somme des valeurs fois leur proba, pour toutes les valeurs possibles de x d'oméga. Et donc ici, c'est une somme finie, puisque x d'oméga est fini. En spé, vous allez avoir un x d'oméga infini, ce qui fait qu'ici, là, vous allez avoir une somme infinie, qui sera souvent une somme de série, confère le cours qu'on vient de faire. Évidemment, deux variables qui ont même loi, c'est-à-dire elles ont même x d'oméga et même proba, ben, même x d'oméga et même proba, vous allez retrouver la même chose. Donc deux variables qui ont même loi, même espérance. Alors la notion d'espérance, elle est très concrète. Je vous ai préparé deux exemples. Un premier exemple où x prend les valeurs 1, 2, 3, 4, donc x de oméga, c'est 1, 4, et les quatre valeurs prennent la même proba, donc 1/4. Donc en fait, x est une loi uniforme sur 1/4. D'accord? Si vous cherchez l'espérance, bon, là c'est facile, c'est ce qu'on appelle la moyenne arithmétique. C'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 divisé par 4, ça va faire 2,5. C'est assez logique, c'est complètement au milieu. C'est-à-dire si vous faites un dessin, il y a 1, 2, 3, 4. Vous imaginez qu'à chaque valeur de l'univers image, vous accrochez une proba. Donc là, j'accroche une proba qui a pour poids 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Voilà. Donc le petit triangle, il vaut 1/4. On imagine que on accroche des poids. Pardon. Et vous cherchez à quel endroit il faut mettre son doigt pour que ça tienne tout seul. Et bien, si vous mettez le doigt exactement au milieu, là, c'est complètement équilibré en termes à la fois de distance et de poids, c'est-à-dire là, deux poids à même distance, deux poids à même distance, ça va complètement s'équilibrer. C'est l'espérance. D'accord? Donc c'est un sens physique, en fait. Si vous regardez ici, comment ça va se passer? Bah, c'est plus tout pareil. Si je redessine 1, 2, 3, 4, si je fais des poids un petit peu proportionnels, on va dire, ici, là, le poids est tout petit. Ici, celui-là est 2 fois plus grand. C'est 2 fois plus lourd. Ici, c'est le même. Et ici, en revanche, c'est 5 fois celui-là. Hein, donc, du coup, en termes de taille, voilà. Bon, c'est complètement bidon, hein, c'est pour vous donner une illustration concrète. Si vous mettez encore le doigt ici, est-ce qu'on est d'accord que c'est pas du tout équilibré, ça va pencher par là? Donc, comment faire pour que ce soit équilibré? Ben, vous allez décaler le doigt vers la droite, d'accord? Pour aller contrer le moment, en fait, hein, on pourrait parler de moment, du poids qui est accroché en 4. Si vous préférez, je vais le dire autrement, vous avez 1, 2, 3 et 4, mais 4, il est arrivé 5 fois, il est 5 fois plus probable que 1, donc il compte 5 fois plus dans la moyenne, donc forcément ça va décaler votre moyenne vers la droite, ça va augmenter votre moyenne, puisque la plus grande valeur, elle est 5 fois plus importante que la première. On vérifie. L'espérance de x, ça va donc être 1 fois 1 dixième, plus 2 fois 2 dixièmes, plus 3 fois 2 dixièmes, plus 4 fois 5 dixièmes. On compte combien on a de dixièmes, on en a 26, 30, 31.
ça fait 3,1, alors que l'espérance, quand c'est équilibré, c'est 2,5. Donc on voit que l'espérance, c'est bien décalé vers la droite. Où est-ce qu'il faut mettre le doigt pour que ce soit équilibré? Il faudrait qu'il soit à peu près là. D'accord? Là, c'est pas une bonne idée, ça restera pas horizontal. D'accord? Donc vous avez plusieurs manières de comprendre, au sens physique, cette notion d'espérance. Un truc qui doit vous paraître évident, si la variable elle est constante, bah, son espérance c'est elle-même. Si vous avez que 12 en colle toute l'année, bah, forcément votre moyenne c'est 12. Hein. Si x prend des valeurs entre 1 et 4, comme ici, bah, son espérance elle est forcément entre 1 et 4. Ok? Si vous avez eu que des notes de colle entre 12 et 14, et que moi je vous mets 11 de moyenne, vous allez m'écrire en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est le même principe. Si x, je vais plutôt l'écrire comme ça, si x est entre 1 et 4, alors sa moyenne va être entre 1 et 4. Plus les gens vont avoir des probas importantes, plus votre moyenne elle va être tirée à droite, à gauche, entre 1 et 4. D'accord? Et elle va se trouver au milieu quand c'est équilibré. D'accord? Donc vous avez quand même des petits garde-fous qui vous permettent de détecter des erreurs. Si votre moyenne n'est pas entre 1 et 4, il y a une erreur. Si ça paraît pas cohérent entre le poids des probas et ce que vous avez trouvé, donc souvent ce qu'on fait, c'est on compare par rapport à une variable uniforme. Si par exemple ici, vous trouvez une proba une espérance qui est plus petite que 2,5, c'est pas normal. Parce que quand c'est uniforme, ça tombe à 2,5. Là, lui, il a une grosse proba, ça doit tirer la proba vers la droite. Vous ne trouvez pas quelque chose de plus grand que 2,5, vous êtes trompé dans votre calcul. D'accord? Si une variable est positive, bah, forcément son espérance est positive. Ça s'appelle la positivité de l'espérance. Et puis, si une variable est plus petite qu'une autre, bah, forcément, si elle prend des valeurs plus petites, sa moyenne va être plus petite. Donc son espérance est plus petite, ça s'appelle la croissance de l'espérance. Il y a une chose que je ne peux pas développer pour l'instant, c'est la linéarité de l'espérance. Donc là, pour l'instant, vous l'admettez. Si vous avez deux variables, donc là je vous lis, l'espérance de x plus by, c'est a espérance de x plus b espérance de y. Là j'ai besoin que vous connaissiez la loi du couple xy pour que je puisse le démontrer. Ok, fin de la capsule.